c'est à peu près à l'âge de 18 mois qu'on a commencé à s'inquiéter avec son papa des troubles qu'il pouvait avoir. Alors, il avait des troubles de comportement, un langage qui n'apparaissait pas, voilà, un retrait sur lui-même. Je me suis rendu compte d'un souci chez ma fille quand elle avait 3 ans. Elle ne parlait pas, il y avait des problèmes de propreté qui m'ont très vite inquiétée. Il y avait aussi un problème de regard. Elle ne regardait pas les gens, elle montrait les choses, elle se débrouillait toute seule sans aller vers un adulte, ce qui n'est pas vraiment normal chez un gamin qui a 2-3 ans. Ah, bonjour. Bonjour. Je pense que Maxence est né autiste en fait. Vers ses 1 an, comparé à d'autres enfants de son âge, même s'il ne faut pas comparer, je trouvais que c'était un petit garçon quand même qui était très passif. J'avais beau essayer de l'éveiller à des petites choses, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. J'ai eu un diagnostic de syndrome d'Asperger il y a quelques mois, donc à l'âge de 29 ans. C'est assez tardif pour être diagnostiqué, pour avoir un tel diagnostic. C'est une maladie qui concerne avant tout la communication, notamment visuelle, avec autrui. Le peu d'intérêt dans les rapports sociaux, en fait. On s'intéresse très peu dans les rapports sociaux. En plus, il y a toute une série d'autres symptômes, comme par exemple un mauvais sommeil, des stéréotypies, des mouvements agités, une certaine démarche particulière, etc. Si on veut dire très rapidement ce qu'est l'autisme, on peut dire que c'est une absence d'instinct social. Sa première prise en charge a été effectuée en CMPP, donc c'est un centre médico-psychopédagogique. L'esprit du CMPP, en fait, c'est plus d'attendre l'émergence du désir de l'enfant. Le parcours psychanalytique consiste à attendre que l'enfant parle, en fait. C'est ça le drame, c'est que c'est une approche tout à fait passive. C'est une approche qui ne va pas aider l'enfant à acquérir de nouvelles connaissances et c'est une approche qui fait perdre énormément de temps et d'argent à des gens qui pourraient consacrer ce temps et cet argent à éduquer leur enfant et à faire des progrès. Je ne veux pas le ramener. Noam avait à peu près 6 ans et demi, 7 ans presque, quand on a commencé les prises en charge. Donc au début, il a fallu effectivement lui apprendre des choses de base, comme rester assis plus d'1 minute sur une chaise. Ça faisait plusieurs années que je connaissais la thérapie ABA, mais en France, malheureusement, il y avait très peu de personnes qui étaient formées et qui délivraient cette prise en charge. Mais on a préféré effectivement quitter un CMPP qui était entièrement gratuit pour nous, vers cette prise en charge qui, je vous dis, nous a convaincus, mais vraiment très rapidement, parce que les progrès ont été vraiment assez rapides. Oui, Noam, très bien. Ici, à Futuro School, on privilégie les thérapies comportementales, donc l'ABA, l'analyse appliquée du comportement. Donc on intervient, en fait, on prend un comportement, on analyse et après on met une procédure en place pour soit faire en sorte que le bon comportement se reproduise, soit maintenu, ou faire en sorte que les mauvais comportements, justement, soient estompés, enfin éteints plutôt. On a suivi ce que les psychiatres nous disaient, c'est-à-dire la mettre en hôpital de jour. Rachel faisait de l'occupationnel, c'est-à-dire qu'elle allait en bassin, à la piscine, qu'elle faisait de la pâtisserie, du modelage. L'hôpital de jour, pour nous, est un très mauvais souvenir parce qu'on ne savait pas ce qu'on y faisait avec Rachel et on ne voyait aucune évolution, au contraire, on voyait que ça allait de plus en plus mal. Et on a décidé de retirer Rachel de l'hôpital de jour. Une fois qu'on a enlevé Rachel de l'hôpital de jour, on a eu une prise en charge comportementaliste. Une intervenante venait à la maison. On
vois les différences quand même entre un gamin pris en charge en psychiatrie et un gamin pris en charge en comportemental. C'est le jour et la nuit. Ma fille va dans la rue, elle passe complètement inaperçue. Georgia Harrison, Ringo Starr et John Lennon. Au fond de moi, je sentais qu'il y avait une cohérence, mais sans pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je sentais que j'étais pas folle, quoi, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un fil directeur, en fait, à mes comportements, à mes actions. Même si on me disait, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu réagis comme ça? Depuis que j'ai eu le diagnostic, en fait, j'ai pu avoir une prise en charge adaptée, enfin bien plus adaptée en tout cas que ce que j'avais avant, c'est sûr. Donc déjà, je vois le psychiatre régulièrement, celui qui m'a diagnostiqué, donc il a mis en place des groupes de parole entre Asperger. Ensuite, je vois 2 psychologues, donc une psychologue clinicienne et une autre psychologue qui travaille en thérapie cognitivo-comportementale. Et ensuite, donc j'ai un suivi en art-thérapie dans un hôpital de jour. La première prise en charge thérapeutique a eu lieu au sein du CMP de notre ville. Alors on a eu un très bon contact avec la pédopsychiatre qui suivait Maxence, mais on trouvait que ça n'avançait pas assez vite. On a commencé à prendre conscience que le CMP ne suffisait pas. On a été orienté déjà par un CESAD, un service éducatif et de soins à domicile. Au niveau des troubles du comportement de Maxence, de ses crises, etc., là, c'est pareil, on était un petit peu en désaccord et il y avait des choses qui n'étaient pas très bien comprises au niveau des parents. Et donc ensuite, on a décidé d'arrêter le CESAD et de mettre en place une prise en charge dite comportementale au sein du domicile. Pourquoi la Belgique? Parce que on entendait dire par des familles qui avaient des parents, faute de moyens, faute de structure en France, qui faisaient le choix de la Belgique. Je me suis dit, je vais téléphoner en Belgique, faire les écoles en Belgique, puisque là-bas il y avait des écoles, et voir un petit peu leur façon de procéder, comment ils fonctionnent, leur approche pédagogique, etc. Et je suis tombée sur une école, l'école où est actuellement Maxence, où là j'avais l'impression qu'on était complètement en accord, quoi, qu'on parlait la même langue, qu'on se comprenait. Et donc on est allé dans cette école en Belgique. On y est allé aussi souvent que bon nous semblait. On a pu visiter l'école avec les enfants. Voilà. Il y avait une transparence qu'on n'a pas en France. Comme en France, il n'y a pas ce qu'il faut au niveau des structures, on est obligé d'aller voir en Belgique parce qu'effectivement, eux, ils ont pris en compte les structures où on applique les prises en charge comportementales. On va dire, la Belgique, c'est une chose qui me fait vraiment honte pour notre pays et la France. C'est comment se fait-il qu'un pays qui est une 5e puissance économique mondiale soit incapable de s'occuper de ses propres enfants qui sont atteints d'autisme et de les exiler vers la Belgique. Et plus grave, c'est comment se fait-il que des politiques ont pu se permettre de décider de délocaliser la solidarité nationale et financer des prises en charge à l'étranger, c'est la Belgique, d'accord, nous sommes en Europe, mais c'est quand même à l'étranger, éloigner les enfants de leur environnement familial et de faire tout un système de financement pour cela. C'est très difficile pour nous d'avoir fait le choix de la Belgique, mais d'un autre côté, on veut aussi se préserver nous, parce que on reste des êtres humains. Moi, je veux garder ma place de maman. Je pense que mon mari veut garder sa place de papa. Et on veut se préserver nous, quoi. On veut se protéger, on veut continuer à vivre. On veut aussi que notre petite fille s'épanouisse, qu'elle avance dans la vie. Et c'est vrai que la séparation est difficile, mais je pense qu'elle est indispensable aussi pour que tout le monde retrouve sa place. Le parcours de l'enfant atteint d'autisme dépend beaucoup de où naît cet enfant. Et ça, c'est un petit peu le drame, parce que s'il a la chance de naître en Caroline du Nord, aux États-Unis, il va être diagnostiqué très tôt, pris en charge très tôt, et certains même vont perdre leur diagnostic d'autisme assez rapidement. Donc, il va y avoir une évolution tout à fait favorable. Par contre, si cet enfant a le malheur de naître en francophonie, généralement, le diagnostic va être posé
tard, très tard. Il y a une réticence à donner un diagnostic de la part de beaucoup de psychiatres qui disent qu'il ne faut pas étiqueter les gens. En France, le débat est un peu vicié. Parce que nous avons d'une part les psychanalystes qui racontent des tas d'âneries, il n'y a pas d'autre terme. Une fois je veux dire, vouloir guérir l'autisme avec des paroles, avec je ne sais pas quoi, ça ne fait aucun sens. D'autant plus qu'encore une fois, si la maladie commence in utero et déjà à la naissance elle est présente, en tout cas le substratum physiologique, vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de causer Freud ou je ne sais plus quoi pour guérir cette maladie. Pour les psychiatres, l'autisme est dû à la mère. Une mère trop, comment dire, trop fusionnelle, entre guillemets, avec ses gamins, ou trop, qui les laisse trop de côté, ou qui au contraire les envahit par trop de présence. L'autisme pour un psychiatre est dû à la mère. Quand un psychiatre met un enfant dans un hôpital de jour qui est un hôpital psychiatrique pour un enfant, c'est 180 000 € par an payés directement par la sécurité sociale. Mais le plus dramatique dans cette situation, c'est que les pouvoirs publics ou la sécurité sociale financent ces prises en charge qui sont déjà inadaptées, mais que au derrière n'évaluent pas ces prises en charge. Ces psychiatres psychanalytiques, ou ce lobby extrêmement puissant en France, dit que les prises en charge thérapeutiques psychanalytiques ne s'évaluent pas. Et donc on reste sur des idées farfelues, un peu marginalisées. Tout est trop lent, alors qu'on sait que dans d'autres pays, la prise en charge est adaptée et les gamins s'en sortent. Pourquoi en France, non? Dans un pays où la norme, c'est la valeur communément admise, il n'y a pas beaucoup de place pour les différences. Et je pense que c'est malheureux parce que c'est vraiment les différences qui font la force d'une nation, de quelque chose, d'un groupe. L'État ne peut pas tout faire. Ça, c'est général, on le sait. Par contre, le devoir de l'État, c'est d'agir pour préserver la santé des enfants, ce qu'il ne fait pas. C'est une question d'un système qui s'est installé il y a très longtemps. Dans le système français, dès qu'il y a des procédures, c'est impossible de les faire bouger ou de les changer. Donc tout ce qui peut être innovant, nouveau, amélioration, ne peut pas s'exercer en France, d'où le retard de la France en matière d'autisme de plus de 40 ans. Il faut aller vers une nouvelle législation pour l'autisme qui reconnaît la particularité de l'autisme, les droits des personnes autistes, leurs spécificités et leur droit d'obtenir leurs droits communs comme chaque citoyen français. En ce qui me concerne, je pense que je serais restée dans le brouillard beaucoup moins longtemps si j'avais, quand j'ai commencé à rencontrer des psychiatres, je sais pas, j'avais 17 ans. Voilà, si les professionnels que j'avais rencontrés étaient formés au syndrome d'Asperger, ils auraient peut-être pu m'en parler plus tôt, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'aurait évité quand même beaucoup de galères. Oui, alors l'autisme, si on regarde les statistiques, a une évolution tout à fait dramatique. Dans les années 60, c'était, je sais pas, 1 sur 10 000, et puis petit à petit, les chiffres ont augmenté. Il y a 2-3 ans, c'était 1 sur 166, après c'était 1 sur 88. Et les derniers chiffres du CDC, donc l'Institut américain des contrôles des maladies, dit 1 sur 50. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est des chiffres qui sont tout à fait alarmants. L'autisme, comme beaucoup d'autres maladies, est indiscutablement une maladie développementale. Elle commence probablement pendant la période intra-utérine. Mon hypothèse, spéculative forcément, serait que c'est lié à des facteurs de la vie moderne, c'est-à-dire le stress de la vie courante, peut-être les césariennes, qui sont en augmentation absolument exponentielle. L'idée générale, c'est que le chlore est bas dans de bonnes conditions physiologiques, et qu'il augmente dans des conditions pathologiques. Et que quand il augmente dans le cerveau, il y a des activités qui perturbent le fonctionnement normal du cerveau, qui, je pense, sont à l'origine de l'autisme. Il y a une étude qui a été menée de manière clinique, d'abord chez une 60aine d'enfants, qui a démontré qu'un diurétique, qui est un médicament qui normalement est utilisé pour baisser la tension, pouvait aider certains enfants atteints d'autisme. Et le diurétique et l'ocytocine sont suggérés comme étant des molécules anti-autistes en quelque sorte. Et on a donné ce diurétique qui a fait sortir le chlore des cellules et qui a considérablement amélioré l'état de ces enfants que les parents décrivaient comme plus présents. Attention, je ne suis pas en train de dire que les malades sont guéris, au sens où j'ai mal au crâne, je prends une aspirine, j'ai plus mal au crâne. Parce que comme la perturbation a commencé très très tôt,
Ce que nous faisons, c'est qu'on les traite. C'est-à-dire que transitoirement, on rétablit une activité normale pour leur permettre d'aller à l'école, au collège, de communiquer, etc. Ce qui, in fine, va guérir, ce n'est pas moi, c'est l'école. C'est la combinaison d'un traitement qui calme, qui rétablit une activité normale, même si ceci est transitoire. Les patients, quand ils arrêtent, la maladie revient. Donc en fait, c'est un traitement, ce n'est pas une guérison. Mais ceci, combiné avec la sociabilisation, c'est vraiment l'avenir. L'autisme aujourd'hui, au niveau de la recherche, nous avons découvert que 10% des causalités, il nous reste 90% à découvrir pour savoir comment traiter cette maladie ou du moins ses symptômes. Si l'on ne finance pas la recherche fondamentale, nous n'aurons jamais de recherche clinique et donc jamais de découverte de traitement. Il faut d'abord découvrir les causes. Et donc c'est une question de moyens. Je nourris énormément d'espoir pour ma fille parce que d'abord j'ai confiance en elle. J'ai confiance en sa volonté, en son intelligence. Ma fille veut être pilote d'avion. Je ne sais pas si elle y arrivera parce que c'est des études très très longues. Est-ce qu'elle en a les capacités? Je ne sais pas, mais pour l'instant, elle fait un bac pro. Et puis on verra déjà cette année comment ça se passe. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Moi, je nourris l'espoir que d'abord, on les reconnaisse comme tels, que le public comprenne ce que c'est l'autisme. Je pense que ces derniers temps, il y a énormément qui a été fait en France dans les médias pour exposer ce qu'est l'autisme, et ça, c'est vraiment remarquable. Quand il était tout petit, qu'il ne disait même pas ni papa ni maman, on se disait, mais mon Dieu, est-ce qu'un jour il va apprendre à lire, à écrire? Et puis, oui, c'est arrivé. Il a appris à lire, à écrire. Il a appris à être autonome à la maison. Il sait parfaitement maîtriser un ordinateur. Toutes ces choses-là. Pourtant, je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance. Nous avons déjà les outils pour diagnostiquer précocement, dépister précocement et diagnostiquer précocement. Ce qui est important, il suffit de les mettre en application pour déjà de façon préventive. Nous avons les outils pour pouvoir intervenir efficacement au cas par cas devant les enfants. Il suffit de former le professionnel, de le mettre en application. Peut-être pas de mon vivant, mais un jour, il y aura des molécules de type aspirine, comme celles que nous proposons, qui seront prises très tôt, peut-être même avant l'accouchement, quand il y a une suspicion d'autisme, afin d'empêcher les événements négatifs qui pourraient survenir pendant l'accouchement. Je suis un petit peu plus optimiste. J'ai l'impression que je suis sortie du brouillard. Alors par contre, je suis sortie du brouillard, par contre, je ne vois pas de chemin. Alors c'est juste ça le problème, c'est-à-dire que je vais devoir créer moi-même mon propre chemin. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Moi, ce que j'aimerais, c'est que Maxence, il soit autonome et heureux. C'est tout ce que je veux. Autonome et heureux, c'est-à-dire qu'il ait par la suite un petit appartement, même thérapeutique, qu'il ait une vie sociale, qu'il puisse être intégré. Moi, ce que je veux, c'est que mon fils il soit heureux, quoi. Qu'il ait plus ses automutilations, qu'il ait plus ses troubles du comportement. Ce que je veux, c'est que ma fille, elle soit heureuse, qu'elle évolue, qu'elle ait une vie normale, que mon mari soit épanoui, qu'il soit heureux aussi, qu'on ait une vie de couple normale, comme tout parent. Et voilà, nous souhaiter que le bonheur, quoi. Que d'être heureux, c'est tout ce qu'on veut.